Bonjour messieurs et bonjour Anaïs. Tradition oblige, vous pouvez donc enlever vos masques puisque vous avez été testés et que vous êtes à distance respectable sur cette scène. Quand on parle justement de jeunes créations, de nouveaux talents, j'ai envie d'abord qu'on essaie de comprendre ce que ça veut dire pour vous qui justement la mettez en scène, la mettez à l'honneur, la mettez justement en images et en mots. Qu'est-ce qu'il y a de si nouveau, d'ailleurs, dans ces voies de la création ? De quelles histoires elles veulent s'emparer ? Elles nous proposent justement de nous emparer aussi en tant que spectateurs et spectatrices. Quels sont ces modes de narration favoris désormais ? J'ai envie de commencer avec vous, justement, Anaïs. Cette jeune création, elle a soif de quoi ? Mais alors, moi, j'aimerais qu'on définisse... Enfin, jeune création, du coup, vous parlez de l'âge des créateurs ? Je parle de leur talent, je parle de leur capacité justement à innover, je parle justement de la façon dont vous-même vous allez le définir, tiens. Bah écoutez, moi la jeune création, je trouve qu'elle manque un petit peu autour de cette table, malheureusement. Après, comment dire, moi ça m'a interpellée en fait cette table ronde parce que il y a les jeunes publics, il y a la jeune création, il y a effectivement comment est-ce qu'on s'adresse, comment est-ce qu'on trouve les talents. Surtout, il y a un truc auquel j'ai pensé, c'est que je crois que surtout c'est absolument générationnel. C'est-à-dire nouveaux genres, nouvelles écritures. Il y a à chaque génération de nouveaux talents qui arrivent et qui font du neuf, on va dire vulgairement. Mais c'est toujours, en fait, c'est la question du regard. C'est qui est derrière la caméra. Là, je vais parler vraiment de cinéma parce que moi, je ne produis pas encore, on va dire, de séries ou de choses comme ça. Mais pour moi, c'est vraiment c'est le regard qui crée la nouveauté. Et je pense aussi que voilà, c'est ça, c'est totalement générationnel. Et à chaque génération, ces nouveaux talents, ces nouvelles manières de penser, c'est aussi ces nouveaux outils, puisque après la pellicule et l'apparition du numérique, aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'outils pour pouvoir fabriquer. Et que ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a une vague de cinéma, on va dire, de banlieue. Maintenant, il y a plus une vague queer. Mais c'est, en fait, tout cela, ce n'est que de l'évolution. Et à chaque décennie, ces nouveaux talents. Merci infiniment, Anaïs. Ben Kroll, cette question des nouveaux talents, c'est forcément une question de génération ? Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Et c'est aussi une question de génération, des générations d'avant. En fait, il y a des gens, à la fois il y a des millennials, une génération dont je fais partie, mais il y a le Gen X juste avant. Et c'est cette ascension, un peu, je pense, de Gen X au sein de l'industrie qui permet un peu à ces portes à s'ouvrir. Moi, je spécialise pas dans le cinéma du genre, mais ce dernier temps, j'ai pas mal écrit là-dessus pour des raisons assez évidentes. Et c'est vraiment à cause de cette ascension de Gen X vers un peu dans les couloirs de pouvoir un peu de l'industrie internationale qui a créé cette ouverture pour qu'un film du genre, pour que plusieurs films de genre puissent jouer dans les grands festivals et puissent être achetés, préachetés, fondés par les grosses sociétés de vente et les productions. Et on peut parler de ça un peu après. Absolument, on va continuer la discussion et les débats, bien évidemment. Pierre-Emmanuel, quand on parle de jeunes talents, on parle de qui ? On parle de quoi ? C'est vrai que jeune talent, parce qu'en fait on parle ici d'audiovisuel et de cinéma, et en fait ça mixe un peu des choses qui ont des chemins qui se croisent mais qui se construisent pas totalement. Moi je viens de produire 2 films, donc 2 de Filippo Meneghetti et La Panthère des Neiges sont 2 premiers films. Filippo il a fait son premier film à 38 ans. Et le deuxième, c'est une co-réalisation entre une réalisatrice qui a 35 ans et un réalisateur qui en a 45. Alors bon, c'est les premiers films. Donc la jeune création, elle a quel âge ? Enfin, voilà. Et en même temps, c'est des expressions. Et puis quand là, en ce moment, je regarde beaucoup de films parce que c'est bientôt les Césars et on rattrape plein de choses. Et je voyais un très beau premier film de Vincent Cardona qui est Les Magnétiques. Il a mis 10 ans avant de faire son premier film en sortant de la Fémis, et il a la quarantaine aussi. Donc voilà, après la jeune création, donc en fait on se rend compte qu'on met du temps à faire son premier film, et l'âge de la jeune création il augmente,
Mais à côté de ça, effectivement, il y a d'autres créations qui utilisent d'autres supports aujourd'hui sur le web. On le voit bien, il y a d'autres manières de s'exprimer, aussi bien avec YouTube qu'avec d'autres plateformes, qu'avec des nouveaux formats plus courts ou on va dire, des espaces de création sur qui sont raccrochés à des plus grands, que ce soit France Télévisions, Arte ou d'autres, qui permettent on va dire, de faire des bonds du court-métrage à de la création audiovisuelle, on va dire à petit budget, avant d'aller un peu plus loin, qui sont des étapes, en fait, c'est pas facile le premier tremplin en télévision, en tout cas pour avoir fait un peu de série, c'est peut-être plus difficile d'imposer à un jeune réalisateur qui n'a jamais rien réalisé pour faire une série France 2 ou TF1 que faire un premier long métrage quelque part, parce que le cinéma offre beaucoup de possibilités de faire un premier long, même si c'est des parcours durs et difficiles et qui prennent du temps. Au final, il y a quand même un certain nombre d'aides et de quotas qui font que les premiers films se font, même si effectivement ça prend du temps parce que c'est des temps longs au cinéma, et donc on a des âges de réalisateurs qui sont plus longs. Mais voilà, la jeune création, c'est difficile de la mettre dans une case parce qu'elle est très diverse, elle s'exprime de manière différente. Ouais. Et tant mieux d'ailleurs si on n'arrive pas à la mettre dans une case. Et puis ne t'inquiète pas, tu sais très bien que le 40 c'est le nouveau 25, donc tout va bien. Jérémy, je me retourne vers vous justement. Là aussi, on entend cette envie de se dire pourquoi labelliser sous ce nom de jeune création, finalement une création qui a envie d'être protéiforme, qui a envie de faire appel à des genres différents, à des formats différents, à narrer des histoires à des publics différents, et qui finalement, elle, se joue de ces cases-là. Oui, alors moi je fais de l'animation, donc je peux surtout parler de ce que je connais. Donc je fais de l'animation, j'en ai fait à la fois en tant que, comme réalisateur et scénariste pour de la série télé. Là en ce moment je suis en train de fabriquer un long métrage. Je suis passé par la case YouTube, puisque Pierre-Emmanuel parlait de ça. J'ai fait du clip vidéo sorti uniquement sur YouTube. Bon, je sais pas, moi c'est un peu particulier. J'ai toujours pensé que... moi je me retrouve encore dans une situation un peu spécifique avec l'animation, qui est que moi j'essaye de faire de l'animation à visée adulte ou adolescente, mais en tout cas pas enfant. Et c'est vrai qu'on a ce réflexe, surtout en France et aux États-Unis, de penser l'animation avant tout pour les enfants, si bien que moi je fais partie de cette génération de spectateurs qui a grandi avec tout un tas d'animations venues notamment du Japon, qui étaient pas spécialement pour les enfants, même si chez nous ça a été vendu comme tel, selon un quiproquo commercial bizarre. Mais bref, moi j'ai l'impression que cette jeune génération, cette nouvelle génération de réalisateurs et de réalisatrices français d'animation se distingue surtout en ce moment de cette manière-là, c'est-à-dire sur les ambitions et le type de public visé. Et justement avec Mars Express, qui est très attendu par sa communauté et par ses fans, là aussi, est-ce que finalement, encore une fois, on transgresse les gens, on transgresse les formats et les écrans avec cette création protéiforme, encore une fois, plus que jeune, si je vous suis bien toutes et tous. Je pense que Valérie Donzelli est en train de se connecter, c'est une bonne nouvelle aussi pour nous. La question à laquelle je voulais aboutir était la suivante: est-ce qu'on a affaire finalement à des talents qui aujourd'hui vont plutôt aller chercher des communautés, des fans, s'adresser à un public particulier parce qu'ils ont un propos, et elles ont un propos et un genre et un format particulier pour ces audiences-là? Est-ce qu'on est plus sur, finalement, une adresse de niche, si j'ose dire, plutôt que d'essayer d'embrasser un propos qui pourrait aller vers des audiences multiples? C'est pour moi la question? Oui, okay. J'en ai bien peur pour vous. Alors, écoutez, voici mon avis. Alors, non, mais faut savoir que moi, j'ai pas vraiment l'impression... J'essaye de faire des choses qui sont les plus accessibles possibles. Ouais. Du moins, je le crois. Maintenant, c'est évidemment faux. Je veux dire, je suis pétri d'influences et de références... Et ça m'échappe. En fait, ça m'échappe complètement. Moi, si vous voulez, c'est pas à moi de dire mon film va concerner les joueurs de PlayStation 2 ou je sais pas quoi, ou ceux qui ont vu Ken le Survivant en 1992. Enfin bref. Donc non, moi j'essaye de faire quelque chose qui me parle, qui soit
le plus universel entre guillemets possible, même si bien sûr c'est compliqué. Et après, bon, pour moi, c'est une histoire de quasiment, j'allais dire, de marketing, d'aller réfléchir à ça s'adresse plus à qui, à quoi, quel type de public. Ce que je réfute pas, hein, mais dans un premier temps, moi, je peux pas me poser cette question-là, en fait. Voilà, j'essaye de faire quelque chose. Enfin, si vous voulez, en fait, le problème du genre en France, c'est qu'il est assez peu présent. Il existe, il a tendance à émerger un peu plus en ce moment. Ça va par vagues, j'ai l'impression. Maintenant, j'ai l'impression que si on regarde le cinéma mondial et les succès au cinéma, les Français vont voir du cinéma de genre en permanence. Maintenant, ils sont rarement français, en fait. Et il y a une espèce de difficulté à faire confiance, peut-être, au cinéma français pour être capable de faire ce genre de cinéma. Je ne sais pas. Maintenant, moi, je tente ma chance quand même et on verra bien ce que ça donne. Vous avez tout à fait raison. Pierre-Emmanuel. Non, mais moi, je voulais rebondir sur quelque chose que tu disais, qui, à mon avis, est important. En fait, quand on est, enfin, moi c'est comme ça que je le ressens, quand on est producteur et même créateur, je pense qu'il ne faut pas se poser la question du marketing à ce stade, ou à qui ça s'adresse, à quelle communauté, pour qui on fait des... Enfin, soit on est... Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'ai mes convictions. On est là parce qu'on aime ce métier de création, on est là parce qu'on cherche des pistes pour faire des objets singuliers, pour faire des objets de cinéma, pour aller chercher du cinéma, pour aller chercher voilà, des histoires qui nous transforment, ou dans lesquelles on projette des choses. Et je pense que c'est à ce niveau-là que générationnellement ça a du sens, parce que ça veut dire qu'à un moment donné, on est aussi l'expression d'une génération, parce qu'on va chercher au fond de nous des choses qui s'y matchent, et si vibre, si résonne, c'est parce que on est en phase avec ça. Et à partir de ce moment-là, la vision marketing, comme elle est définie là, c'est l'algorithme. On n'est pas des algorithmes. C'est l'algorithme de Netflix. On n'est pas là-dedans. Et je pense que si on veut maintenir une création intéressante, et justement qui ne soit pas trop formatée, parce qu'elle s'adresse spécifiquement par son marketing à telle population, et donc par définition qui va se reposer sur des études, des choses qui ont déjà existé, on ne sera pas dans la création, on ne sera pas dans le renouvellement. Donc pour moi, ça c'est vraiment le truc important qu'il faut conserver. Moi, je parle que de mon expérience, mais si je prends les 2 derniers films, c'est une histoire d'amour de 2 femmes de 70 ans sur le papier, dont une qui va avoir un AVC. Donc sur le papier, c'est le truc le moins vendable de la Terre. Et ça a été super dur. Au final, pourquoi le film va devenir le candidat de la France aux Oscars, va aller au Golden Globe, je ne sais pas. Il y a un moment, c'est aussi parce qu'il y a une histoire là qui n'avait jamais été racontée. On y croyait, parce qu'il y avait quelque chose qui nous touchait au fond, parce qu'il y avait un procédé de cinéma qui nous intéressait. Si je prends La Panthère des Neiges, quand les premières images on les a vues, Tesson, il n'avait pas écrit de bouquin, on ne savait pas que ça allait exister. Il allait écrire des textes pour le livre photo de Muni, on ne savait pas que ça allait devenir un objet qui allait être vendu derrière à 800 000 exemplaires. Mais on avait la conviction que dans l'image, à ce moment-là, il y avait quelque chose qui était du cinéma et qui pouvait faire un grand film. Et je pense qu'il faut revenir à ça, parce que sinon on va se foirer complet, même en termes de société. La création, elle est là pour ça, elle est là pour rebondir, pour être en rupture et pour aller chercher quelque chose qui n'existe pas des algorithmes. Enfin, voilà. Le meilleur capteur, c'est encore l'intuition humaine. Oui, ton esprit, ta culture, l'ouverture, je pense. Hein, enfin, après, c'est... J'espère. Ben, justement, je voulais continuer la question avec vous, parce que vous l'avez vu justement éclore ce nouvel essor du film de genre français. Vous le couvrez notamment pour Variety. Comment est-ce que ça s'est construit en quelques années ? En fait, c'est hyper intéressant, parce que il faut aller un peu en arrière. À la fin des années 90, début des années 2000, il y avait la création, on a vu la création de pas mal des festivals un peu internationaux, à Neuchâtel, pas loin de la France, à Sitges, il y a plus longtemps que ça, mais à Montréal, il y a Fantasia, à Austin, Texas, il y a Fantastic Fest. Fantasia, c'était 96, Fantastic Fest à Austin, c'était 2005, et ils ont commencé un peu comme des événements pour les fans, pour créer la communauté, pour créer une sens de communauté, des gens, des amateurs du film de genre, des cinémas un peu niche. Et ce qu'ils ont constaté, les organisateurs, les programmateurs, c'est que
il y avait des films qui ont marqué un peu ce circuit, c'est un circuit international, qui ont marqué le circuit et après ils n'ont jamais revu les réalisateurs parce que les réalisateurs ou ils n'ont pas pu trouver des financements pour mener, prolonger leur carrière, ou dans le cas de certains réalisateurs français, notamment quelqu'un comme Alexandre Aja, ils ont eu beaucoup de succès à l'international et ils n'ont jamais revu en France. Ils ont dit bon, mais maintenant je suis hollywoodien. Et après, je pense qu'il a refait quelque chose en France, mais un peu après. Mais il a passé un bon petit séjour dans le désert californien. Et il y avait des gens de ces festivals qui ont dit, bon, et c'est pour ça quand je dis c'était générationnel, ce sont des gens qui ont un peu les mêmes âges, 40, fin de 40, maintenant, et qui ont dit, bon, mais en fait, c'est dommage. C'est dommage que au festival, on peut accueillir des premiers films ou des films et on peut rien faire pour leur aider dans leur parcours, dans leur carrière. Et on a vu d'après 10 ans, 15 ans maintenant, la création des initiatives de la part des festivals, un peu comme ça, pour aider et soutenir les jeunes créateurs de genre. Le plus prominent, peut-être le plus important, c'est Frontières. C'est une initiative créée par Fantasia à Montréal, qui a été créée en 2007. Depuis 2019, ça existe. Il y a un jour pendant le Festival de Cannes. C'était en partenariat avec le marché du film au Festival de Cannes. Et la Palme d'Or de cette année, Titane de Julia Ducournau, son premier film Grave, c'était un des premiers projets phares du marché de Frontières, qui était, j'ai pas exactement l'année devant moi, mais je pense que c'était un projet 100% français à cette époque, un scénario, une idée, qui n'a pas pu trouver tout le financement nécessaire parce que je représente la presse internationale. Je pense que c'est pas vraiment moi à dire, mais c'est souvent très difficile pour les films français à trouver des préachats de la part des distributeurs et de la part de la télévision française. Et le marché et le programme Frontières, c'était un peu fait pour remplir ces trous. Alors, c'était un marché de coproduction. C'est à travers ce marché-là que le production Grave a pu trouver des partenaires en Belgique. Le film a vu le jour en 2016. Le film a été joué au Festival de Cannes, Semaine de la critique. Elle a fait Festival de Toronto, Festival de Sundance. Et après, elle a pu faire Titane. On est là, on sait comment ça termine. Oui, ça va mieux aujourd'hui parce que Jean-Christophe Raymond en témoignait tout à l'heure sur le panel en fin de matinée pour expliquer que justement la partie financement et préachat s'était passée très en amont justement du film, donc visiblement laissé transformer pour ouais, et c'est une transformation qu'on a vue vraiment d'assez peu de temps à cause des gens qui ont voulu transformer l'industrie, des passionnés issus de ces festivals qui cherchaient à transformer l'industrie eux-mêmes. On va continuer justement à creuser ces questions des festivals, notamment avec vous, Anaïs. Je voyais plus soyer à l'évocation de Frontières, notamment en disant oui, est-ce que c'est, et Pierre-Emmanuel, évidemment, tu peux rejoindre cette partie de la discussion quand tu le souhaites, puisque à côté de Paprika, évidemment, ton autre actualité, c'est le Festival des Arcs, et ce festival qui met en lumière, là aussi, cette création. C'est une vitrine, concrètement, ce sont des tremplins, ces événements internationaux, ces festivals, pour pouvoir aussi aller chercher vos publics, ces dialogues avec ces audiences, et puis montrer la vivacité de cette création. Moi, j'ai participé à Frontières avec Jumbo, de The We Talk, et c'était donc au Canada, donc c'était hyper intéressant, c'est le premier marché auquel on se confrontait. Et en fait, tous ces événements, à partir du moment où on est déjà sélectionné par des professionnels, ça met en lumière un projet. Peu importe après qu'on trouve un partenaire sur place, puisque nous, au final, on l'a fait avec la Belgique et le Luxembourg, et pas le Canada ou les États-Unis, qui sont plutôt les territoires qui sont représentés à Frontières, puisque ça se passait à l'époque à Montréal. Nous, enfin voilà, ça a mis en lumière. Il faut dire toujours à Montréal. Il y a 3 événements par an. Un à Montréal, un qui est aléatoire, et un au Festival du Cannes. Au Festival de Cannes, pendant le marché de films. Mais il y a toujours un événement à Montréal en juillet. Oui, toujours à Montréal en juillet, effectivement. Et je me demande si Grave, c'était pas à Bruxelles, justement, qu'il
Il avait été, et on y était aussi, et j'avais rencontré du coup Julia Ducournau et Jean Desforêts à ce moment-là. Et du coup, voilà, Jumbo, ce qui s'est passé, et je rebondis sur ce que disait Ben, c'est qu'effectivement, parce que bon, voilà, Frontières, c'est hyper intéressant, tous ces marchés de la copro sont très intéressants, ne serait-ce pas forcément pour le projet qu'on est en train de mener, mais aussi pour rencontrer les gens avec qui on va pouvoir éventuellement collaborer dans le futur. Donc le principe du réseau, il est hyper important, et le principe de la mise en lumière d'un projet est hyper important. En revanche, nous, ce qui s'est passé, c'est très clairement avec Jumbo, que j'ai commencé à financer en 2016 ou 2017, c'est qu'il n'a pas trouvé sa place à la télévision, ni dans les régions. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que c'est devenu une coproduction internationale pour un premier film, donc assez lourd? C'est un film qui coûtait entre 2, 5 et 3 millions, et encore en tirant vraiment vers le bas et en travaillant comme on travaille sur un premier film avec beaucoup de pugnacité. Ce film, il était tellement entre les genres, tellement transgenre. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est interprétée par Noémie Merlan et qui tombe amoureuse du manège qu'elle garde dans un parc d'attractions. Donc, un petit peu avant Titane. Merci super beaucoup. C'était un super film, ouais. Merci. Et j'ai l'impression qu'on a un peu cassé des murs. En tout cas, moi, je suis passée par la fenêtre quand on me fermait la porte, par la cheminée quand on me fermait la fenêtre. Ça a été hyper difficile en termes de financement, parce que les télés ne savaient pas si c'était la case premier film ou la case film de genre. Donc, heureusement, j'espère qu'aujourd'hui, les films vont devenir de plus en plus transgenres. Mais c'est, grâce à Titane notamment, mais c'est compliqué. En tout cas, en 2016, 2015, 2016, c'était très difficile, parce que à qui parle le film? Tu disais, il faut se poser moi, je me pose pas la question de à qui doit parler le film. Tout dépend de son film. C'est-à-dire que que j'ai vu, qui est un très beau film, dont j'ai rencontré le réalisateur à Contis, même si effectivement le sujet est très touchy, on n'en avait pas parlé, tu sais où caser, tu peux facilement dire quel est ce film, et potentiellement quelle est son audience, potentiellement. Jumbo, c'était très compliqué. Et je pense, et ça m'a donné comme leçon que vraiment réfléchir à qui va parler le film, quelle est la cible, et réfléchir le marketing en amont. Plus le film est singulier, plus il faut réfléchir à qui il s'adresse. Et Jumbo, très clairement, ironie absolue, hier on m'envoie une vidéo, donc après je me branche, le film était passé dans Zone Interdite sur qu'est-ce que c'est la sexualité aujourd'hui, quels sont les dangers de la sexualité chez les jeunes. Je vous assure, ça passait hier soir sur M6 dans Zone Interdite. C'est un peu la consécration. Et donc il y avait un moment où on voyait des élèves qu'un prof emmenait voir Jumbo, et discuter après de qu'est-ce que c'est que l'amour aujourd'hui. Donc c'était des jeunes de 14, 15, 16 ans. Et vraiment, on est dans un changement générationnel. Encore, on en opère un. C'est pour ça que Alors, est-ce qu'avec Jumbo, on était trop en avance il y a quelques années? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, aucun était finalement choqué de ce qu'ils voyaient. Parfois, même, il y en avait qui faisaient un petit peu de zèle en disant « mais il n'y a pas de problème, on peut tomber amoureux de qui on veut, on peut tomber amoureux d'une machine ». Enfin, il y a une espèce de libération aujourd'hui. Bon, il y a aussi quelques dangers, évidemment. On pourrait revenir à l'accès à la vidéo, à ce que c'est que TikTok aujourd'hui, à l'hypersexualisation, mais c'est un autre débat. Mais voilà, au moment où j'ai financé Jumbo, c'était vraiment très, très difficile. Et en revanche, je crois que aujourd'hui, avec la désertification des salles, avec la crise sanitaire, comment on fait revenir le public en salle? Ça, c'est une question hyper importante. Et la singularité d'un projet aujourd'hui et la manière dont on va travailler sa communication et son public, c'est hyper important. Comment faire revenir les gens en salle alors que ça fait 2 ans qu'ils regardent des films sur les plateformes mais dans leur canapé, qu'ils ont acheté des rétroprojecteurs et ça ne les intéresse plus vraiment, l'expérience commune de la salle? Ça, c'est une vraie question. Et quand je dis comment, je ne parle pas seulement de franchises et des films qui font des succès au box-office ou des adaptations. On voit Kaamelott, on voit OSS. Il y a Scream qui sort aujourd'hui, non, demain, pardon, qui est pour moi l'original l'un de mes films préférés. Et je vais y aller, mais je vais y aller parce que je suis la cible et parce que je vais voir chacun des Scream. Après, c'est mon métier aussi, le cinéma, donc je vais au cinéma. Mais comment est-ce qu'on redonne aux gens l'envie d'aller voir des films d'auteur? Et bravo pour la Panthère, qui a un succès incroyable. Mais il y a la majorité des films se gaufrent, en fait. Et faire des films d'auteur, là, ça va devenir de plus en plus compliqué. Donc il faut trouver les moyens de faire revenir les gens, leur donner l'envie, et il faut trouver des solutions.
Allez, on retrouve l'envie d'avoir envie dans un instant. Pierre-Emmanuel, je voulais juste te faire justement réagir à la façon de casser les codes dont Anaïs est en train de parler, cette mutation justement des premiers films. Est-ce que c'est un premier film? Est-ce que c'est un film de genre? Est-ce qu'il y a encore l'occurrence de se poser la question, quand on programme un festival comme le tien, celui du Festival des Arcs, est-ce que la programmation reflète aussi cette mutation de la création? C'est compliqué comme question. En termes de représentation, oui, parce qu'en fait, mine de rien, mais ça c'est à dire à grande échelle, c'est que nous on est attentif aussi aux équilibres entre les réalisateurs et les réalisatrices, et on voit aussi une grosse génération de réalisatrices qui arrivent et qui bougent beaucoup de lignes en Europe. Donc ça c'est, si on doit regarder dans les grands ensembles, après thématiser, c'est très compliqué. Oui, on a parlé, il y a des thématiques qui sont effectivement plus celles d'une nouvelle génération sur les questions queer. Voilà, il y a plein de questions de société qui émergent. Après, on ne va pas en faire une généralité. Après, on est toujours à la recherche de renouvellement. Quand on programme un festival, on est attentif aux nouvelles générations. Alors nous, on est attentif pas seulement sur la programmation des films, mais on a un marché qui nous aide à l'être aussi. On a donc un marché de coproduction où on va faire émerger des talents. Et puis on a créé il y a 3 ans une nouvelle section qui s'appelle le Talent Village, où là vraiment on va aller chercher des créateurs sur du court-métrage en regardant des centaines de courts-métrages par an de toute l'Europe. Et là on va essayer de trouver ceux qui pour nous montrent une nouvelle voie et proposent du cinéma comme on ne l'a pas encore fait. Donc là, c'est vraiment, on essaye de se concentrer là-dessus. Ils sont 8 chaque année, avec des parrains. Donc ça a été Thomas Winterberg, c'est voilà, des Navad Lapid cette année, enfin des grands réalisateurs qui les accompagnent quelques jours, qui essayent de leur transmettre aussi leur expérience. C'est intéressant d'avoir l'expérience d'un Thomas Winterberg qui, pour le coup, en termes de rupture générationnelle et de nouvelles propositions, arrivait quand même avec le dogme, avec un truc, voilà, on a envie de ça, on a envie aussi que le cinéma se prenne des électrochocs et de lancer aussi. C'est marrant parce que je me disais, ça n'existe plus beaucoup les mouvements aussi dans le cinéma aussi importants qu'on a vécu à certaines époques. Et là, on cherche ça. Donc on cherche dans notre programmation et ensuite on essaye de mettre en place des outils pour les accompagner et les amener dans les meilleures dispositions face à un marché. Parce qu'à un moment donné, il y a la confrontation au marché, ce dont tu parles, et qui n'est pas toujours facile. Et pas toujours facile parce que, mais ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est parce que aussi innover aujourd'hui, moi c'est vraiment les questions que je me pose, c'est comment on renouvelle alors qu'en face, sur une grosse partie des guichets d'investissement, on a des gens qui veulent faire ce qui a marché. Mais faire ce qui a marché, c'est pas forcément ce qui va marcher demain, et c'est pas comme ça qu'on ouvre de nouvelles pistes. Donc en fait, tout le débat c'est comme ça, et on parle de singularité. Moi, je cherche à faire des objets singuliers, mais après je vois la galère, et tu le vois, pour les financer, parce qu'il faut convaincre que ça porte quelque chose. Donc voilà. Et je me permets juste de rebondir parce que j'étais au Talent Village, enfin j'étais au marché de la coproduction. Ça fait la 3e fois que j'y vais, et vraiment la qualité des projets est assez dingue, notamment du coup au Talent Village chez les plus jeunes, avec, pour rebondir, cette vague. Il y avait quelques projets un petit peu queer. Tu parlais des nouvelles créations, et il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'ouvrir aujourd'hui avec les films de Alexis Langlois ou Naïla Guiguet, et qui est assez incroyable. Justement, je me permets de rouvrir, pendant qu'on essaie de voir si Valérie Donzelli peut nous rejoindre ou pas en Zoom, une question qui se pose justement à vous quatre ici, c'est de savoir si cette particularité que tu soulignais, Pierre-Emmanuel, sur la difficulté finalement à faire financer ces films de mutation, on va les appeler comme ça finalement, qui ne sont pas classables, et tant mieux. Est-ce que c'est une question franco-française, ou est-ce que c'est quelque chose que vous observez aussi avec vos coproducteurs et coproductrices à l'étranger ? Est-ce que c'est une question qui se pose à l'ensemble des jeunes créations mondialement sur cet écosystème, ou est-ce que ça reste un débat ici très hexagonal finalement, Jérémy, pour l'animation en particulier ? J'en sais rien du tout. D'accord, ok, c'est formidable. Question suivante. Non, désolé, mais c'est vrai que moi je suis pas tellement du côté de la prod, et par ailleurs le film sur lequel je bosse, il est français.
À 100%, je veux dire, on n'a pas de coprod ni européenne ni étrangère, donc voilà, on est à niveau régional, donc vraiment c'est pas la même. Je peux pas vraiment répondre à cette question, à part je peux inventer des réponses. Oui, mais Je te dirais truc au pif. mais c'est sacré aussi, c'est inventé. Pierre-Emmanuel, est-ce que toi tu le vois avec des coproducteurs étrangers ou par les exemples aussi que tu peux aller regarder ailleurs? Moi, je vois surtout le marché européen, parce que les arcs, je vois le marché européen, je vois comment il évolue. Je vois que les situations sont très variées dans le cinéma européen. Il y a effectivement des pays, c'est toujours un peu les mêmes, qui s'en sortent plutôt bien. Tu as des pays du Nord dans lesquels à la fois il y a des structures de financement institutionnel public fortes, mais en plus il y a une culture de l'export qui est hyper important et qui fait qu'il y a des ressources financières qui viennent de l'international, je pense aux Danois, je pense aux Norvégiens, qui permettent quand même beaucoup de jeunes talents, ou même les Islandais, justement, c'est hyper intéressant les Islandais sur le renouvellement et sur la jeune création et les premiers films islandais. On a toujours des pépites qui arrivent d'Islande aux arcs régulièrement, à la fois au marché de copro et dans les films, et ils sont dans un positionnement très très international tout de suite, parce que des singularités du genre, pas mal quand même aussi, il y a quand même... ça, c'est vrai qu'au niveau international, la filiation genre, elle permet quand même aussi... et ensuite, tu as des pays qui, par contre, ont beaucoup plus de difficultés, parce qu'ils ont beaucoup de pays du Sud qui ont beaucoup de difficultés de financement, avec des institutions qui sont beaucoup moins fortes, et un marché qui s'exporte moins. Mais est-ce que pour vous tous, ce sont des films qui, justement, réussissent à transmuter les genres et les formats, et donc à bien s'exporter à l'international, mais parce qu'ils n'ont pas de carrière dans leurs marchés principaux, dans leurs marchés nationaux, ou est-ce qu'ils performent sur l'ensemble des territoires dans lesquels ils vont rencontrer des audiences? Est-ce qu'ils cochent la double case à la fois marché export et marché international et leur propre marché national, ou est-ce que c'est finalement une heureuse exception? Le marché national islandais soit suffisamment costaud, mais en même temps, non, mais tu vois ce que je veux dire, nous on ouvrait le festival avec Lamb. Lamb, c'est une super proposition quand même aussi, avec du genre, alors il y a un casting, parce qu'ils ont aussi des casts internationaux, effectivement. Noomi Rapace, tout de suite ça donne une autre dimension au film. Le film est à Cannes à un certain regard, il s'exporte, mais je pense qu'il aura une plus grosse audience internationale que dans son pays, in fine. Un film de genre qui n'a pas peut-être un star, qui n'a pas beaucoup de moyens, va vivre dans un marché de niche, dans n'importe quel territoire, dans n'importe quel pays. L'intérêt du circuit des festivals du genre, l'intérêt de tout ça, de cette communauté, c'est que quand tu rassembles niche par niche par niche par niche par niche, enfin, tu peux avoir un bon retour. Mais il faut vraiment construire beaucoup de niches ensemble. Et Valérie Donzelli est actuellement avec nous. Valérie, je viens vous poser une question dans un instant. Je voulais juste faire réagir encore Anaïs et Jérémy, qui étaient à l'aube d'une réponse. Ouais, non, j'avais tout de même une petite chose à dire. Je me suis dit que... en fait, à l'échelle européenne, la France, c'est quand même le premier producteur d'animation. Donc, voilà, ce que je pouvais dire, c'est qu'il n'y a pas tant que ça de longs métrages d'animation européens, sinon ceux de France, quoi. Donc, j'ai l'impression qu'on peut dire que pour l'animation française, ça se passe plutôt bien, en fait. Il y a régulièrement des films qui sortent tous les ans et qui se fabriquent en long métrage, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Donc, voilà, c'est la seule réponse que je pouvais donner pour... Mais qui est parfaite, qui nous va bien absolument très bien. Anaïs, est-ce que vous souhaitez réagir, encore une fois, à cette question de l'export et de l'internationalisation de ces films en mutation? Ou pas forcément? Non, je pense à... je sais pas, la question de pourquoi est-ce qu'un film fonctionne à l'inter et pas en France. Enfin, si on parle vraiment du film de genre... quand je pense à Revenge, par exemple, qui est un film qui a cartonné à l'inter, ou bien The Room, d'ailleurs, pareil, un film franco-suisse, je crois, c'est des films qui ont fait mais qui ont été des plus gros succès à l'inter, et en France, c'est des films qui font pas beaucoup d'entrées. Et pourtant, en plus, ils sont en anglais.
Donc je sais pas, c'est comme s'il y avait une malédiction, je dirais pas du réalisateur français, mais de la production française. On va bien arriver à régler le problème. Ah, absolument. Il n'y a que des solutions. Valérie Donzelli, je sais que vous nous entendez et ça tombe bien parce qu'on avait très envie justement de vous retourner ces questions sur ce panel. On est justement avec Jérémy Perrin, avec Ben Krol, avec Anaïs Bertrand, avec Pierre-Emmanuel Florentin ici sur la scène du Studio Marigny et on parle de cette nouvelle création française, de la façon dont elle s'exporte, dont elle transgresse finalement les codes et les genres, s'essayer à d'autres formats. La série, par exemple, c'est ce que vous avez fait, notamment cette saison. Est-ce que pour vous, c'est aussi changer le rythme de la création? Est-ce que c'est aussi l'envie de partager ces histoires à d'autres publics, à d'autres audiences, sur d'autres écrans? Oui, alors excusez-moi, je vous entends vraiment très très mal. C'est compliqué. Vous m'entendez ? Nous vous entendons parfaitement bien. Est-ce que vous avez quand même réussi à attraper quelques mots de ma question ou pas du tout? Alors, je crois que c'est sur l'idée de faire une série comme autre mode de communication, en tout cas avec un autre public, quoi. Tout à fait. C'est sûr que c'est pas la même expérience que de faire un film, je trouve, à tout point de vue, d'un point de vue de la fabrication. Et aussi d'un point de vue de la diffusion, parce que quand on fait un film, finalement les répercussions sont moins importantes. Il y a moins de gens qui voient les films que de gens qui regardent ou qui se connectent. Et c'est un public qui est beaucoup plus abstrait aussi, parce que ça vient de tous les côtés. Enfin, et puis les gens, c'est ça qui est amusant, c'est que les gens regardent des séries tout en communiquant avec nous, qui les avons faites. Alors c'est soit par des SMS, soit par par les réseaux sociaux, etc. Alors que j'ai l'impression que c'est vrai que quand les gens font la démarche d'aller au cinéma pour voir un film, personne n'envoie des messages pour dire « c'est super ton film, je suis en train de le regarder ». Il y a un truc très participatif du spectateur avec la série où il dit en instantané c'est ce qu'il ressent. C'est très particulier comme rapport à l'objet. Et ça crée une sorte de choses un peu étranges où on se sent assez complice du spectateur et en même temps, et quelque part, on n'a pas vraiment peur qu'il ne le regarde pas bien, l'objet. Enfin, c'est assez étonnant, quoi. Mais c'est sûr que moi, ce que j'ai aimé, c'est que ça m'a appris à travailler différemment sur des systèmes de diffusion qui sont de plus en plus présents et dont on peut... et qu'on a beaucoup qualifié avant comme étant moindre, comme étant mineur, alors qu'aujourd'hui, je pense que c'est tout aussi important que le cinéma, mais ça reste différent quand même, parce que c'est voué à être regardé sur des téléphones, sur des ordinateurs, avec des interactions. Enfin, c'est pas du tout le même rapport au fait de le regarder. Je crois que c'est vraiment ça qui m'a frappée, en fait. Merci. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais... Complètement. Vous avez parfaitement répondu à cette question, justement, avec votre prisme et votre perspective. Je vais retourner justement la question à nos panélistes ici sur cette scène. On parlait tout à l'heure, Pierre-Emmanuel, notamment, de finalement cet écosystème qui finalement est très ambivalent et très large, du cinéma jusqu'à l'audiovisuel. On se disait qu'il y avait aussi cette façon de créer différemment, de casser là aussi les codes de façon différentes en fonction des écrans. Aujourd'hui, est-ce que la distinction est encore vraie? Dans les modes de financement, j'ai bien compris, mais est-ce que dans l'envie d'aller chercher ces publics avec ces histoires si singulières, ça change finalement quelque chose ou plus vraiment aujourd'hui? Pour moi. Et ensuite, qui veut enchaîner sur cette discussion et cette question? Non, mais la série, c'est effectivement, je rejoins ce que disait Valérie, c'est différent. Moi, j'en ai fait un peu, j'en ai une pour Arte qui, justement, j'espère, un tournage en mai. C'est complètement différent déjà dans la conception de l'écriture. C'est un autre objet, c'est une autre manière de travailler des personnages. Évidemment, il y a la prépondérance du texte quand même au départ, qui est par rapport à un objet de cinéma, c'est un autre parcours, effectivement une autre fabrication, ça va plus vite, on va chercher autre chose. Donc c'est des supports différents. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'un producteur qui fait aujourd'hui,
moi, quand j'ai commencé il y a une vingtaine d'années, il y avait vraiment la télévision et le cinéma. Il y avait des univers qui étaient très séparés, des gens qui se croisaient pas, qui se parlaient pas. Et aujourd'hui, tout a éclaté. Et il n'y a plus de snobisme. On a passé d'un côté, de l'autre. Et c'est enrichissant de fabriquer ou d'écrire sur de la série. Et derrière, d'en récupérer quelque chose aussi au cinéma. Il y a des muscles, on va dire, de réalisation qui se travaillent d'un côté de l'autre et d'écriture aussi. Après, c'est des objets différents et on les fait différemment. Mais par contre, l'accessibilité, elle est hyper intéressante. Il y avait Carole Scatta jusqu'avant. C'est un modèle justement d'une société qui a muté et qui aujourd'hui peut-être a une plus grosse partie de son activité en termes de volume, puisque les volumes sont différents, hein, évidemment, sur de la série. Mais quand on repart du côté de la création, Toufik Ayadi en témoignait un petit peu plus tôt ce matin sur un autre panel en expliquant finalement les propositions aussi de réalisateurs ou de réalisatrices très différentes vis-à-vis de ces écrans-là. Un Kerry James qui veut absolument adresser Banlieusards à un public bien déterminé et qui choisit plutôt Netflix pour le faire, versus un Lajli qui va plutôt faire Misérable pour un écran différent qui est celui de la salle et celui du cinéma. Et lui, en tant que producteur, doit jouer aussi avec ses envies de création et ses envies de dialogue différents. La question est à moi? Elle s'adresse à tout le monde. Je ne sais pas comment répondre à cette question. Non, mais est-ce qu'aujourd'hui, finalement, on guide le choix de l'écran auquel on destine une conversation avec un public parce qu'on a envie d'aller toucher plus de monde, ou au contraire pas, ou comment est-ce que ça se passe? C'est quoi le driver, Jérémy? Moi, je veux bien essayer de répondre à cette question. J'essaie de vous sauver la mise. Alors, non, moi, alors, par contre, j'ai tendance à penser qu'on fait ce qu'on peut, en fait. C'est-à-dire que moi, dans ma situation, on a cherché à faire, par exemple, Mars Express, qui est le film que je fabrique en ce moment. On a quand même été voir Netflix, on s'est quand même posé la question, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait ou quoi? Bon, il se trouve que ça a été vite vu que Netflix nous a rembarré, donc on s'est dit, bon, ben, on sort en salle. Enfin, de toute façon, après, c'était ma vraie première intention. Parce que j'étais déjà passé sur Netflix avec Last Man, la série que j'avais réalisée auparavant. Et j'avais un peu cette envie de changer de format, effectivement, même de dimension, je dirais plutôt. Mais en vrai, on fait aussi avec les propositions qu'on a autour de soi et là où on peut aller. Moi, je vois pas forcément de différence majeure en termes de, si vous voulez, de possibilités d'image ou de cadrage, etc., de rendu final, disons, de finition entre la série télé et le long métrage. Maintenant, après, il y en a obligatoirement une différence, et elle est plutôt dans la fabrication et donc forcément dans le résultat, mais c'est structurel, c'est-à-dire que c'est vraiment du fait du rendement qu'impose une série, du nombre d'épisodes qu'il faut faire dans un temps donné, et l'impossibilité de revenir en arrière. Une fois qu'on arrive à l'épisode 10 et qu'on veut, on se dit tiens, j'aurais peut-être changé la mise en scène dans l'épisode 1, bah c'est trop tard, il a déjà été livré, donc on doit enchaîner, là où un long métrage est un objet plus circonscrit et sur lequel on peut jusqu'à la fin revenir travailler la forme et la rendre d'autant plus cohérente. Et donc effectivement, je rejoins ce qui a été dit plus tôt, je pense que la série télé a plutôt tendance à être littéraire et le cinéma, enfin en ce qui concerne mes propres goûts, visuel et sonore, et voilà. Et je ne suis pas la seule à vous poser des questions puisque le public va pouvoir le faire dans un instant. Juste avant de vous donner la parole, messieurs, dames, je repars de l'autre côté de l'écran vers Valérie Donzelli, car je sais, Valérie, que vous devez, vous aussi, filer vers un autre écran dans quelques minutes pour essayer de trouver un point de conclusion quand même à cette discussion sur la jeune création. Cette jeune création, voilà. Comment est-ce qu'on peut qualifier justement cette envie de transgression, cette envie, finalement de décocher les cases, de se dire que quand on parle de talent, qu'il soit réalisateur, réalisatrice, producteur, productrice, exportateur ou exportatrice, finalement la règle c'est qu'il n'y en a plus. Je suis occupée. Bonjour mon chat. Vous faites la question. Je reprends cette question sans aucun souci pour le chef. C'est bon.
Non, en gros, non. Ce que je voudrais juste dire une chose, c'est que moi, je suis d'accord. La série, c'est plus littéraire, le cinéma, c'est plus visuel, etc. Mais la série pourrait être aussi plus libre, en fait. Et moi, j'ai eu le sentiment quand même, une chose qui est un peu actuelle et qui peut-être va changer, je ne sais pas, parce qu'il y a quand même eu finalement un cinéma de la nouvelle vague, un cinéma qui s'est réinventé, alors qu'au départ, il était très produit, très géré par une vision aussi de production, etc. Et je me demande si la série peut pas avoir une sorte de nouvelle vague aussi, c'est-à-dire qu'elle peut pas s'affranchir un peu des codes qu'on lui impose en tant que metteur en scène et en tant que scénariste, parce que je trouve que c'est vrai. Alors moi, j'ai pas forcément eu, je parle pas forcément pour moi, mais je sais que j'ai souvent entendu dire que les chaînes étaient très présentes dans l'écriture des séries, elles avaient des idées très précises de ce qu'il fallait écrire, qu'il fallait des cliffs, qu'il fallait tout un tas de termes comme ça qui sont un peu des recettes de séries, etc. Et je me demande si on pourrait pas un peu, j'espère en tout cas que dans l'avenir, les scénaristes, qu'on fera confiance aux auteurs, qu'on fera confiance aux metteurs en scène et qu'on n'essaiera pas de les mettre tous dans une sorte de moule formaté pour créer finalement une sorte de contenu comme ça qui remplit mais qui amène pas forcément à la réflexion. Et c'est vrai que moi, quand je regarde des séries, parfois j'ai l'impression d'avoir vu... Alors il y a des grandes séries, je dis pas ça, puis je regarde pas énormément non plus, mais j'ai pas l'impression d'être nourrie autant que quand je regarde un film, par exemple. J'ai l'impression que la réflexion intellectuelle, la réflexion politique, etc., elle est toujours un peu limitée dans un truc, toujours quelque part un peu formaté, un peu stéréotypé, un peu... voilà, donc j'espère que à l'avenir, en tout cas, les producteurs travailleront un peu plus en bonne intelligence avec les metteurs en scène et les scénaristes. Merci infiniment Valérie, on vous laisse repartir vers vos écrans, vos chats et vos scénarios. Merci infiniment d'avoir fait un tour par le plateau des rendez-vous de Paris pour Unifrance. Anaïs, justement, vous souhaitiez réagir? Oui, je pense qu'avant que ce soit les producteurs qui doivent travailler en bonne intelligence, ce sont avant tout les diffuseurs. Puisque on va revenir sur le principe du risque et la télévision, comme tu le disais très bien Jérémy tout à l'heure, il y a quelque chose du rendement, donc de la recette, donc de la répétition. La prise de risque que prend le producteur indépendant quand il fait un film de cinéma, elle est complètement ailleurs. Donc le risque, on le prend. Il y a de plus en plus de... Moi, je cherche du cinéma, on va dire, hybride. Je travaille aussi avec des auteurs plus classiques, mais je discute aujourd'hui, où j'ai produit un auteur comme Jordi Couturiot. Je discute avec un garçon qui s'appelle Loïc Obi aussi, qui a fait Les Nouveaux Dieux, qui est un film sur la communauté incel, qui mélange littéralement dans sa manière de fabriquer des images d'archives, du glitch, etc. Donc il y a des auteurs qui font, enfin comme on parlait de nouvelles écritures, c'est ça. Mais demain, arriver avec un auteur comme ça, avec une série potentielle évidemment sur des plateformes, enfin des slash, des choses comme ça, on peut arriver à faire des choses à petit budget. Mais après, il faut grandir. Mais ce n'est pas évident aujourd'hui. Enfin, la télévision, c'est pas un univers qui est facile à pénétrer. Et plutôt que ce soit aux producteurs de travailler, ce sera d'abord aux diffuseurs de réfléchir. Alors effectivement, il y a de plus en plus de nouvelles séries, de séries courtes, de séries pour ados. Mais regardons aussi du côté des États-Unis, regardons Euphoria. Ça existe déjà des choses qui sont un peu nouvelles. En France, maintenant, il y a encore un petit peu de boulot. Je pense qu'il y a beaucoup de producteurs qui ont déjà envie de faire des choses qui sont nouvelles. Et c'est aussi les diffuseurs. Je parle au niveau de la série qu'il faut interroger. Et le cinéma restera toujours, c'est le 7e art, et ça restera toujours un endroit qui est hyper, tu le disais aussi, circonscrit, avec un temps donné, où forcément l'histoire elle se raconte différemment, et ça donne lieu aujourd'hui, malgré la qualité d'énormément de séries, qui au bout d'un moment se fatiguent et sont essorées, le film restera toujours pour moi un objet ultime, le film de cinéma. Ben, et ensuite on va vers vos questions. Non, mais pour un jeune talent, on parle de nouvelles voix, et je me demande si tu es un jeune talent, t'es pas plutôt poussé vers le cinéma, parce que en final, une série, par définition de sa propre création, nécessite un certain engagement financier de la part des producteurs, des financiers, un engagement en termes de temps, des gens qui vont regarder la série, et qui pousse dans ce cas contre l'expérimentation. En fait, il faut
une main sur la roue pour assurer l'ensemble de la production et on peut finir par devenir cette personne, pour avoir cette expérience. Mais pour commencer, pour faire des tentatives, des expériences, je pense que le cinéma est toujours mieux placé, qui est là pour l'instant mieux placé. Et je pense que oui, il y a un certain averse de risque qui fait que la série, pour l'instant, est plus classique dans sa forme, et le cinéma peut-être est plus ouvert à des gestes un peu plus radicaux. Merci infiniment, Ben. Vous avez des questions justement pour nos invités sur cette scène. Ils ont forcément des réponses. Daniela, je crois notamment que vous souhaitiez... dès que nous aurons un micro, on va vous apporter un micro juste ici. Non, pas besoin d'aller jusqu'au... Ah bah trop tard. Okay. Allons chercher ces micros en fond de salle. Merci beaucoup. Un commentaire, je vous remercie vraiment. Je voulais remercier Valérie Donzelli parce que elle ne pouvait pas nous joindre aujourd'hui en physique. Vous imaginez bien pourquoi. Donc ça a été un peu complexe et je voudrais quand même dire, parce qu'elle a fait tout un discours là sur la série, l'autre manière de finalement filmer, parler, faire de la série peut-être autre chose. Sa série Nona et ses filles, si vous ne l'avez pas vue, regardez-la, parce que justement je pense que l'inventivité, le lieu de série comme un lieu aussi très cinématographique, il y est, les actrices et les acteurs sont formidables. Donc je vous invite aussi, parce qu'on a finalement très peu parlé de films, et d'aller voir des films. La Panthère des Neiges, j'en profite, allez-y, 380 000 entrées, allez-y, il faut encore un petit peu plus pour dépasser les 400 000. Et Jérémy, je voulais vous dire, parce que vous avez dit tout à l'heure, votre public, vous savez pas trop, etc. J'étais à Annecy au festival, j'étais dans cette salle où vous avez présenté, il y avait des jeunes de tous les côtés qui parlaient dans un jargon où moi je comprenais pas toujours tout, à la fois technique et avec des questions extraordinaires. Votre film, il est très attendu, je pense qu'il est aussi une promesse de transgression de genre, alors pas dans le genre du film de genre, mais de différents genres à qui vous vous adressez. Donc Anaïs, juste pour rebondir, si tu dis, je sais pas ce que c'est quoi cette jeune génération, elle n'a pas d'âge, et tant mieux d'ailleurs, hein, parce que si on fait un film de jeune génération à l'âge avancé, tant mieux. Mais en tout cas, ce que je sais et ce que je souhaite pour vous et pour nous, que nous en France, on a cette création de jeunesse, cette création aussi d'une nouvelle génération qui dépasse non seulement nos genres, qui promet autre chose, mais qui dépasse surtout nos frontières. Et c'est pour ça, je voulais vraiment vous remercier aussi d'avoir été là. Et allez en salle, voir les films, et ne loupez pas non plus les fabuleuses séries sur les différents écrans en France et ailleurs, hein, parce que la richesse de la création, on l'a, et on l'aura toujours, j'espère. Voilà. C'est la diversité. Si je peux juste ajouter une petite chose. Merci beaucoup, Daniela. Que les jeunes générations existent aussi en dehors de la France, en étant consommateurs des films français et des produits français. Et j'aimerais bien, je suis désolé, j'ai pas de photo, mais il y a une revue britannique qui est vraiment formidable et qui s'appelle Little White Lies. Et dans leur édition de la rentrée, le couvert de magazine de rentrée, c'était une photo du dos ou du genou de la rédactrice en chef qui s'est fait tatouer l'affiche de Titane sur son dos ou sur son ou sa jambe, je ne sais pas. Je n'ai pas exactement la photo, mais juste pour dire que il y a des jeunes lecteurs, il y a des jeunes journalistes, il y a des gens amateurs du cinéma français qui sont tellement prêts à faire à rendre leur amour et leur intérêt dans le cinéma français partie de leur identité, qui sont prêts à tatouer des affiches des films français sur leur corps et de faire ça la une du revue. Alors il faut juste chercher l'édition Little White Lies, je pense que c'est septembre, octobre. C'est juste pour dire qu'il y a des gens en dehors de la France qui sont aussi passionnés, et ce public existe et il faut le chercher parce qu'ils sont là. Merci Philippon pour cet exemple. L'exception culturelle. Absolument. Merci infiniment Anaïs, merci Ben, merci Pierre-Emmanuel, merci Jérémy, merci à Valérie Donzelli, merci à Daniela. Si on a donc bien compris, il n'y a pas de règles en matière de jeune création et transgressons les codes, les genres, les écrans et les générations. Merci infiniment à tous. Merci. Merci.